Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un combat collectif s'étend ces termes que Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a décrit la lutte contre le virus Ebola lors de la 22e session ordinaire. À l'heure actuelle, l'épidémie a fait plus de 4500 victimes depuis le mois de mars. Ils sont 30 768 au Rwanda et sont parvenus à régler plus de 57 000 cas en 2013. Zoom sur les conciliateurs, ils permettent de simplifier les procédures judiciaires et de régler les litiges souvent fonciers, mais il manque encore de ressources et de qualifications. Et puis le Kenya poursuit sa politique de modernisation dans le secteur électrique. La compagnie nationale d'électricité au Kenya, KenGen, a mis en route sa première centrale géothermique. Elle se donne 3 mois pour réduire les coûts de l'électricité. Mais d'abord à Madagascar, la manifestation de soutien à l'ancien président Marc Ravaloman a été dispersée par les forces de l'ordre ce samedi. Entre 200 et 300 personnes protestaient dans la capitale Antananarivo pour la libération de l'ancien président placé en résidence surveillée. Le prédécesseur d'André Rajoelina était entré sans autorisation de son exil sud-africain le 14 octobre 2014. Pour rappel, il avait été condamné par contumace à une peine de travaux forcés pour le meurtre de plusieurs militants. 4 555 morts, c'est le nombre de victimes du virus Ebola selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Ce jeudi, lors de la clôture de sa 22e session ordinaire, l'Union africaine a lancé un appel commun aux dirigeants à travers le continent pour rejoindre la lutte contre la maladie. Ananan Faro et Marina Vanier nous en disent plus. Il faut une action collective des États en Afrique pour lutter contre Ebola. Après plusieurs organisations internationales, c'est le tour de l'Union africaine de lancer un vibrant appel aux dirigeants africains en vue d'une fusion des efforts pour l'éradication de l'épidémie. Le virus a récemment franchi la barre des 4500 victimes dans le monde, principalement en Guinée et au Libéria. L'inquiétude gagne du terrain suite aux quelques cas détectés hors Afrique, notamment aux États-Unis. C'est un combat collectif car il est important d'arrêter la maladie dans ces pays, de sauver nos frères et sœurs qui meurent dans ces pays. Et si nous ne les aidons pas, la maladie viendra aussi à nous, à tout le monde. La lutte contre la fièvre hémorragique Ebola rencontre un problème majeur, l'insuffisance de volontaires internationaux et personnel médical. L'Union africaine a déjà 2 équipes de médecins au Libéria et en Sierra Leone. Une 3e devrait prochainement aller en Guinée, mais l'institution regrette une difficulté dans la mobilisation des financements. Nous avons écrit aux chefs d'État, pas seulement aux ministres, mais aux chefs d'État pour leur demander s'ils pouvaient envoyer des gens de leur pays. Néanmoins, l'espoir est permis. Le Sénégal n'est plus considéré depuis vendredi comme un pays touché par l'épidémie Ebola. Le seul cas dans ce pays avait été confirmé le 29 août dernier et le 5 septembre, les examens de laboratoire ont montré que le patient ne portait plus le virus. Le Nigeria, où 20 cas ont été recensés, pourrait suivre la tendance si aucun nouveau cas n'est détecté d'ici le 20 octobre. La capitale centrafricaine a été le théâtre d'affrontements ce vendredi dans le quartier musulman de PK5. 3 civils ont été tués, ce qui porte à 20 le nombre de victimes recensées depuis le 8 octobre à Bangui. Selon la MINUSCA, la force des Nations Unies sur place, les violences auraient débuté par l'attaque d'un musulman par des milices anti-Balaka. Régler les conflits entre particuliers sans passer par un tribunal, c'est le rôle des conciliateurs bénévoles. Au Rwanda, ils sont près de 30 800 à œuvrer pour une meilleure cohésion sociale. Et bien qu'ils aient résolu plus de 57 000 litiges en 2013, ils souffrent d'un manque de logistique et de formation adéquate, comme nous le montre notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan. Miser davantage sur les médiateurs locaux pour une paix durable au Rwanda, c'est le vœu des autorités rwandaises. Cette dernière décennie, le système de règlement à l'amiable des conflits dans le pays a été réactivé. Des litiges qui sont pour la plupart du temps liés aux fonciers. Le pays des 1000 collines dispose aujourd'hui de près de 31 000 conciliateurs locaux. 80% des litiges ont trouvé une issue favorable au cours de cette année grâce à la conjugaison des efforts de ces médiateurs. Au niveau de notre secteur, cette année, nous avons reçu plus de 340 cas. Et 80% ont été réglés à l'amiable et les gens sont satisfaits également. On a enregistré en tout cas plus de 45 plaintes
plutôt 45. Et on a pratiquement tout arrangé. En 2014, les médiateurs locaux ont traité plus de 45 000 plaintes dans le pays. Plus de 10% de ces conflits se sont poursuivis devant les tribunaux classiques. Et 66% des verdicts des juridictions classiques ont donné raison au jugement rendu par la médiation locale. Cependant, certains défis restent à relever pour parfaire le dit système. J'ai pris bonne note de vos différentes doléances. Vos problèmes de logistique seront résolus dans un bref délai afin de vous faciliter la tâche sur le terrain. Aussi, nous allons renforcer le recyclage de vos connaissances des normes juridiques. Une plateforme de communication sera établie pour vous tous afin d'échanger davantage vos expériences. Les populations s'étaient satisfaites à près de 80% des décisions des médiateurs locaux en 2012. Le Rwanda a célébré du 13 au 17 octobre 2014 le 10e anniversaire de la médiation locale. Un événement placé sous le thème « La médiation locale, une solution maison de règlement à l'amiable des conflits ». Rendre la volaille accessible à la portée de toutes les bourses pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'objectif que les aviculteurs camerounais se sont fixés depuis 2008. Chaque année, entre fin octobre et mi-novembre, les accouveurs mettent sur le marché à des prix promotionnels entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour avec l'aide des subventions de l'État. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Produire 100 000 poussins pour préparer les fêtes de fin d'année 2014, tel est l'objectif des aviculteurs camerounais. Regroupés au sein de l'IPAVIC, l'interprofession avicole du Cameroun, ils participent activement aux côtés des pouvoirs publics à la régulation du prix du poulet sur le marché. À la même période, les années précédentes, les accouveurs produisaient entre 3 et 4 millions de poussins d'un jour. Mais la bonne santé de ce secteur d'activité les contraint à revoir les quantités à la baisse. Le but de cette opération est d'éviter les manœuvres spéculatrices des commerçants et satisfaire la demande estimée à environ 4 millions de poulets sur pied durant cette période de forte consommation. Tout ce qui est bien de première nécessité et de consommation de masse, n'est-ce pas, on organise des pénuries, n'est-ce pas, pour profiter des effets du fait qu'en fin d'année, la consommation, n'est-ce pas, de ces biens-là augmente. Donc avec le gouvernement, nous avons entrepris depuis 2008, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'on a appelé marché témoin ou foire au poulet pour justement contrecarrer les effets de cette spéculation sur les marchés libres. C'est en janvier 2005, avec la levée de l'exonération de la TVA et l'ajout de 2 nouvelles taxes sur les importations de poulet, que la filière avicole camerounaise a pris son envol. Mais de nombreuses difficultés freinent encore son plein épanouissement. Nous avons un problème de manque de normes, absence de normes de production. Nous avons un problème d'absence de déontologie et d'éthique dans la filière qui ne garantit pas toujours, n'est-ce pas, la performance. Nous avons un problème de conditionnement et de conservation. En 2013, les poulets sont restés dans la ferme. Et quand le poulet reste dans la ferme, celui qui produit le poussin ne peut pas vendre. Et comme lui ne peut pas vendre, automatiquement, ce poussin-là est détruit. Seule l'industrialisation peut maintenant nous permettre de faire le saut qu'il faut pour développer de façon significative et durable notre production. Les aviculteurs camerounais produisent environ 1 200 000 poussins par semaine. La production réelle de poulet du pays est estimée à environ 50 millions de têtes par an. De nombreuses études sont en cours pour moderniser et industrialiser cette filière afin de répondre aux besoins du marché national et sous-régional. Le Kenya met en service sa nouvelle centrale géothermique, une installation destinée à réduire des coûts énergétiques d'au moins 30% dès les 3 prochains mois. La société Kengen, à l'origine de la structure, espère ainsi rendre le Kenya plus attractif, particulièrement dans le secteur des affaires. Anan Fao. Nichée dans les hauteurs du comté de Nakuru, la centrale géothermique de Naivasha est le nouvel atout économique du Kenya. Ce méga-projet, lancé en 2012, s'inclut dans le plan national de lutte contre les coupures et le coût élevé de l'électricité. L'État souhaite réduire de moitié les factures dans les prochaines années. Plus nous réévaluerons le coût de l'électricité au Kenya, plus les industries viendront et stimuleront la demande. Pour nous, il ne s'agit pas que de 5 000 mégawatts. Nous pouvons aller jusqu'à 6 000 si le prix est juste. Ce qui en gros signifie que lorsque vous apportez des industries, vous êtes en mesure de créer toutes ces possibilités d'emploi. Vous êtes capable de stimuler la croissance économique. Pour le reste du monde, nous sommes un pays de prédilection dans la transformation.
KenGen, la compagnie kenyane d'électricité, affirme avoir déjà foré 45 puits géothermiques sur les 80 ciblés. Actuellement, les prix de l'électricité oscillent entre 0,17 et 0,18 $ par kilowattheure. L'installation de la centrale devrait faire baisser le coût de moins 30% au cours des 3 prochains mois. Le coût de l'électricité au Kenya poursuit sa baisse, ce qui est très important. Et quand nous parlons de courtiser les investisseurs pour créer des industries, créer des opportunités pour nos jeunes et corriger les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas un rêve pour les 2, 3, 4, voire 5 prochaines années, mais une réalité dans les prochains mois. À ce stade, l'enveloppe budgétaire du projet s'élève à 1,7 milliard $. Pour les derniers forages, la compagnie kenyane d'électricité prévoit de s'associer à des investisseurs privés. En augmentant la capacité d'alimentation en électricité et en réduisant son coût, le pays souhaite se positionner comme une destination d'affaires plus lucrative en Afrique de l'Est. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.